Voici venu l'heure de l'actualité africaine et internationale sur Lumière du Monde Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de votre journal, Félix Tshisekedi en visite aux Comores. Au cours de ce déplacement, le numéro 1 congolais a discuté avec son homologue comorien, futur président de l'Union africaine, des différents conflits régionaux qui gangrènent le continent, au premier rang desquels celui des Grands Lacs. Et puis une épidémie de choléra au Malawi fait des morts. Depuis 2022, l'on dénombre 1210 morts et 36 950 cas selon l'Organisation mondiale de la santé qui demande des interventions fortes pour éviter une détérioration de la situation. Séisme en Turquie, les recherches se poursuivent comme à Antakya dans le sud du pays. Nombreuses personnes attendent toujours les corps de leurs proches. Encore une fois, bienvenue à ce temps d'information sur Lumière du Monde Télévision. Alors que les Comores sont candidats à la tête de l'Union africaine, le président Azali Assoumani a reçu jeudi son homologue congolais, Félix Tshisekedi. Cette courte visite a permis aux deux présidents de discuter des différents conflits régionaux qui gangrènent le continent, au premier rang desquels celui des Grands Lacs. La République démocratique du Congo a plaidé sa cause jeudi au candidat à la présidence de l'Union africaine. Lors d'une visite aux Comores, le président Félix Tshisekedi a dénoncé une guerre barbare imposée par le Rwanda dans son pays auprès du président Azali Assoumani. On a passé en revue tous les conflits qui sont en Afrique. Bon, on ne peut pas ne pas parler du problème des Grands Lacs, donc on en a parlé, mais aussi comme il est venu aux Comores, on a parlé aussi dans le cadre de la relations bilatérales, comment on peut renforcer ces relations, surtout dans le deal que nous avons, les Comores émergents d'ici 2030, comment le Congo peut nous accompagner. J'ai quand même saisi cette occasion, cette tribune, pour parler de mon pays et de cette guerre injuste et barbare que nous impose le Rwanda. Donc ça, je ne rate pas une occasion pour le dire. Et mon espoir, c'est que mon aîné ici puisse aussi aider à ramener la paix. Depuis la résurgescence fin 2021 de l'ancienne rébellion Tutsi du M23, les tensions sont vives entre Kinshasa et Kigali. Le mois dernier, le ministre rwandais des Affaires étrangères était lui aussi en visite aux Comores. Le Burkina Faso, le Mali et la Guinée demandent à réintégrer la CEDEAO et l'Union africaine. Pour rappel, les trois pays dirigés par des juntes militaires issus de coups d'État ont été suspendus de ces instances pour ne pas avoir respecté leurs engagements d'organiser rapidement des élections. Dans une déclaration commune, les trois États ont appelé à la levée de leur suspension de la communauté économique sous-régionale. Le Burkina Faso, le Mali et la Guinée ont souhaité jeudi la levée de leur suspension de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine, déplorant des sanctions imposées de manière mécanique sans tenir compte des changements politiques. Ils ont indiqué que ces décisions de suspension empêchent la participation de leur pays aux instances statutaires de la CEDEAO et de l'Union africaine, et particulièrement celles traitant des défis majeurs auxquels ils sont les plus concernés, tels que l'insécurité, les questions humanitaires et de développement économique durable. La déclaration lue par la chef de la diplomatie burkinabé ajoute qu'ils appellent à une mise en cohérence des actions au niveau régional. Les points suivants ont été retenus. La facilitation de la fourniture en hydrocarbures et en énergie électrique entre les trois pays. Le développement du commerce et des transports depuis le port de Conakry jusqu'au Burkina Faso en passant par le Mali. L'organisation de l'exploitation minière entre les trois pays. La mobilisation des ressources nécessaires en vue de réaliser le projet de construction du chemin de fer Conakry, Bamako, Ouagadougou. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée avaient été suspendus de la CEDEAO et de l'Union africaine après les prises de pouvoir successives par des militaires en 2020, 2021 et 2022.
Une épidémie de choléra fait des morts au Malawi depuis 2022. L'on dénombre 1210 morts et 36 950 cas ont été donc signalés selon l'Organisation mondiale de la santé qui demande des interventions fortes pour éviter une détérioration de la situation au Malawi. L'épidémie de choléra en cours depuis mars 2022 au Malawi a fait 1210 morts et près de 36 950 cas ont été signalés selon l'Organisation mondiale de la santé qui demande des interventions fortes pour éviter une détérioration de la situation. Le choléra est endémique au Malawi depuis 1998 avec des flambées pendant la saison des pluies de novembre à mai. Mais l'épidémie actuelle s'est étendue à la saison sèche selon le dernier bulletin épidémiologique de l'OMS. L'épidémie a été déclarée urgence de santé publique par le gouvernement du Malawi le 5 décembre dernier. L'OMS vient en aide aux autorités, notamment en fournissant des kits de traitement et en soutenant l'augmentation des capacités de dépistage. Près de 3 millions de personnes ont été vaccinées jusqu'à présent, mais une partie de la population malawite refuse les traitements au nom des croyances religieuses, ce qui contribue à la propagation de la maladie. Selon l'OMS, le monde fait face à une recrudescence du choléra après des années de déclin, une maladie favorisée par les effets du changement climatique. Actuellement, 23 pays connaissent des épidémies, selon l'OMS, qui évalue le risque de choléra au niveau mondial comme étant très élevé. L'Union européenne renouvelle et augmente le financement de l'accueil des migrants évacués de la Libye au Rwanda, alors que la question de l'accord entre Londres et Kigali continue de faire débat depuis plus de 3 ans. Le centre de Gashora, à 60 km au sud de la capitale rwandaise, accueille les demandeurs d'asile en transit et qui attendent que leur dossier soit accepté dans d'autres pays. Un programme désormais renouvelé jusqu'en 2026. L'Union européenne a offert une aide supplémentaire de 22 millions d'euros aux réfugiés et demandeurs d'asile de Libye accueillis au Rwanda. Depuis l'accord signé avec Kigali en 2019, le Haut Commissariat aux réfugiés a évacué environ 1500 réfugiés et demandeurs d'asile. Parmi eux, plus de 900 ont depuis quitté le Rwanda pour se réinstaller dans des pays tiers. Je suis arrivée ici le 20 mars 2022. J'ai fait presque 10 mois et 10 jours. Normalement, demain, je vais quitter le camp pour les Pays-Bas. Nous, on considère que c'est des solutions africaines pour des problèmes africains et ça montre une générosité au sein du continent pour pouvoir accueillir des réfugiés qui sont dans des situations extrêmement dures. Ce dernier cycle de financement s'appuie sur un précédent programme de soutien de 12,5 millions d'euros entre 2019 et avril 2022. Ce n'est pas ce que ça apporte au Rwanda qu'on devrait peut-être le garder en premier lieu, mais c'est ce que ça apporte à ces personnes qui ont besoin d'assistance. En tout cas, il y a beaucoup de personnes en détresse qui sont en Libye. Je pense que les capacités que nous avons ici, nous allons les renforcer pour pouvoir en recevoir plus. Pour la représentante du HCR, ce financement permettra à l'organisation de fournir davantage de services aux réfugiés, notamment un soutien psychosocial. Isias Afwerki, le président érythréen, a rejeté jeudi les accusations de violation des droits de l'homme par son armée dans le Tigré. Le numéro 1 érythréen qualifie ces accusations de chimères et de désinformation. Il s'est exprimé au cours d'une conférence de presse à Nairobi, au Kenya, lors d'une visite à son homologue William Ruto. Le président érythréen a rejeté jeudi les accusations de violation des droits de l'homme par son armée dans la région éthiopienne du Tigré. Isaias Afwerki estime qu'elle relève du fantasme et d'une entreprise de fabrication de la désinformation. Il répondait aux questions des journalistes à la fin de sa visite au Kenya. Je n'ai pas l'intention d'interférer dans cette affaire malgré la campagne de désinformation en cours qui tente de perturber le processus de paix en Éthiopie et de créer un conflit entre l'Érythrée et l'Éthiopie par ceux qui viennent promouvoir leurs agendas dans la région. Nous disons que cela suffit, que l'Éthiopie doit jouir de la paix, que le peuple éthiopien doit jouir de la paix. Addis Abeba a nié pendant des mois toute implication érythréenne au Tigré avant de l'admettre.
Autre déclaration du président érythréen, la réintégration de son pays dans l'IGAD, un bloc régional qu'il a quitté il y a 16 ans. Une chose très importante ce matin, vous avez parlé de l'IGAD. Votre suggestion est que nous devons reconsidérer notre adhésion à l'IGAD. J'ai volontiers dit qu'il n'y avait aucun doute à ce sujet. Nous revenons à l'IGAD avec l'idée de revitaliser cette organisation régionale. La guerre au Tigré a pris fin en novembre dernier avec la signature d'un accord de paix en Afrique du Sud. Selon de nombreux témoignages, les troupes érythréennes ont été vues en train de quitter la région, bien que certaines puissent encore y être. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a déclaré jeudi l'état de catastrophe nationale devant le Parlement au Cap, une mesure pour tenter de résoudre la crise de l'électricité sans précédent dans le pays. La première puissance industrielle du continent subit depuis plusieurs mois de nombreux délestages par jour. Cyril Ramaphosa prononce ce jeudi son discours annuel sur l'état de la nation, un grand oral sur fond de grogne sociale. 60 millions de Sud-Africains sont privés d'électricité depuis des mois et jusqu'à près de 12 heures par jour. Ils battent régulièrement le pavé pour dénoncer cet enfer de coupure de courant. Eskom, l'opérateur public, peine à satisfaire la demande en électricité du pays avec ses centrales à charbon vieillissantes, causant aux entreprises des pertes évaluées à des centaines de millions de dollars par jour selon l'opposition. Le pays fait aussi face à un chômage dépassant les 32%, une inflation galopante et une croissance annuelle de 0,3%, signe d'une économie qui bat de l'aile. L'ANC au pouvoir appelle au gouvernement à déclarer l'état de catastrophe afin de mobiliser les fonds. Jeudi, Cyril Ramaphosa doit donc trouver des mots pour convaincre. Les combattants pour la liberté économique ont promis de perturber l'adresse du président qu'ils qualifient de délinquant depuis le vol d'une importante somme d'argent dans l'une de ses fermes. La deuxième tournée en 6 mois du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en Afrique s'est achevée jeudi 9 février au Soudan. Moscou, qui prépare le deuxième sommet russo-afrique prévu en juillet à Saint-Pétersbourg, renforce ses liens avec le continent africain. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a rencontré jeudi à Khartoum des hauts responsables politiques soudanais, dont il a dit soutenir l'appel à lever les sanctions de l'ONU qui frappent ce pays déjà enlisé dans une profonde crise économique et politique. Nous pensons que les Soudanais eux-mêmes doivent faire progresser le dialogue national sans ingérence étrangère et encore moins sans tenter de donner des recettes aux Soudanais. La visite du ministre russe des Affaires étrangères d'une durée de 2 jours s'inscrit dans la volonté de Moscou de renforcer son influence en Afrique. Nous avons à plusieurs reprises commenté les actions de la Russie. Nos sociétés militaires privées opèrent en Afrique sur la base de demandes directes des gouvernements concernés. Cela s'applique également à la République centrafricaine et contribue à la normalisation de la situation dans l'ensemble de la région, où des groupes terroristes continuent d'être actifs. La visite de Lavrov à Khartoum marque la dernière étape d'une tournée diplomatique africaine, après le Mali et la Mauritanie. Le mois dernier, le ministre russe s'était rendu en Érythrée, en Angola, en Eswatini et en Afrique du Sud. Après Londres, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu à Paris, en France, où il a réclamé que ses alliés lui livrent des avions de combat au plus tôt pour repousser la Russie. My lords, ladies and gentlemen, can you please welcome the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky. La visite n'a été annoncée que dans la matinée, mais elle n'a rien d'improvisé. Devant la foule des parlementaires réunis à Westminster, Volodymyr Zelensky offre un casque au président de la Chambre des communes. Je vais vous expliquer. C'est le casque d'un vrai pilote ukrainien, un de nos as les plus performants, un de nos rois. Et l'écriture sur le casque dit « Nous avons la liberté, donnez-nous des ailes pour la protéger ». Salut appuyé à l'ancien Premier ministre Boris Johnson.
Témoignage de gratitude éternelle à l'ensemble du peuple britannique, le président ukrainien est là pour convaincre. Et si d'aventure le message n'était pas assez clair, il y a 2 ans, je vous avais remercié pour ce délicieux thé anglais. And I will be leaving the Parliament today. Aujourd'hui, je vais vous quitter en vous remerciant par avance pour vos super avions britanniques. Ce n'est que la 2e fois que Volodymyr Zelensky quitte le territoire ukrainien depuis le début de la guerre. Selon lui, il y a urgence. Les Russes prépareraient une nouvelle offensive de très grande ampleur. Après les munitions, les missiles et les chars, voilà donc les Ukrainiens en quête d'avions de chasse. Soutien de la première heure, le Royaume-Uni aurait fourni à Kiev l'année dernière 2,5 milliards d'euros d'aide militaire et cela va continuer, assure Rishi Sunak. Aujourd'hui, nous allons encore plus loin, non seulement parce que nous avons fourni des chars Challenger, et en étant l'un des premiers pays à le faire, mais aussi en formant leurs pilotes sur des avions de combat avancés. Nous continuerons à soutenir l'Ukraine pour assurer une victoire militaire décisive sur le champ de bataille cette année. Aucune promesse ferme pour le moment, mais selon l'armée britannique, de possibles livraisons d'avions seraient à l'étude. Après Londres, Volodymyr Zelensky est attendu dans la soirée à Paris, puis à Bruxelles demain pour un sommet avec les dirigeants européens. Le slogan du président ukrainien sera le même, des ailes pour la liberté. Séisme en Turquie, les recherches se poursuivent dans tout le pays comme à Antakya, dans le sud de l'Ukraine. De nombreuses personnes attendent toujours les corps de leurs proches. En visite à Paris, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les alliés de l'Ukraine à livrer des avions de combat au plus tôt. Mercredi soir, le dirigeant ukrainien a participé à un dîner à l'Élysée avec le président Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Paris et Berlin ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine, mais les 2 dirigeants ont temporisé sur la question des avions. Потужну зброю, далекобійну, Еммануеле, чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки. Олафе, чим міцніше буде наша коаліція танкова. Я вам вдячний за те, що ви почали цей шлях, і тим швидше закінчиться ця агресія Росії. І ми повернемо Європі впевнений мир. Quelques heures plus tôt, le dirigeant ukrainien avait également réclamé des avions au Premier ministre britannique Rishi Sunak. Mais le Royaume-Uni se montre réticent, estimant qu'il s'agit d'une solution à long terme et qu'il faudrait des années pour former les pilotes. Dans le cadre de sa tournée européenne, Volodymyr Zelensky sera ce jeudi à Bruxelles pour participer à un sommet de l'Union européenne. Après le violent séisme qui a frappé la Turquie et également la Syrie lundi dernier, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu dans l'une des provinces les plus touchées, celle de Hatay, dans le sud du pays. Recep Tayyip Erdogan y a apporté son soutien et son réconfort aux sinistrés. C'est un bilan funeste qui ne cesse d'augmenter. Les secouristes ont dégagé plus de 12 800 corps sans vie des bâtiments détruits par les séismes qui ont ravagé le sud de la Turquie lundi matin. Dans le chaos et la tristesse, des critiques émergent peu à peu, notamment vis-à-vis du pouvoir. En visite dans l'une des provinces les plus touchées, le président Recep Tayyip Erdogan a reconnu des lacunes. Elbette eksikler var. Şartlar çok açık, net, ortada. Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. À Antakya, près de la frontière syrienne, secouristes et rescapés se relaient dans le froid et la nuit pour retrouver des proches encore vivants, emprisonnés sous les décombres. من ساعات عم بسمع أنين ما حدا بيستجيب بدنا فرقة بدنا مناشدة أنا بناشد العالم كلياته أي فريق دفاع مدني أي منظمة دولية أنا بناشد أمة محمد أنا بناشد الدنيا كلياتها تساعدنا نطلع على الأطفال. Chaque sauvetage réussi leur redonne espoir, comme ce bébé de quelques semaines qui a été sauvé après avoir passé 68 heures sous les décombres.
Ce séisme de magnitude 7,8, considéré comme le plus meurtrier de ces 10 dernières années, a fait déjà près de 16 000 morts en Turquie et en Syrie. Religion à présent en Italie, 110 dirigeants chrétiens passionnés de l'Évangile représentant 79 organisations dans 22 pays se sont réunis à Rome du 3 au 5 février dernier pour l'initiative globale 2033 qui consiste à apporter la foi à la prochaine génération, très majoritairement issue du renouveau charismatique catholique, mais aussi du milieu évangélique. Ils ont amorcé un plan stratégique d'évangélisation mondiale pour la décennie 2023-2033. Le jour de la Pentecôte 2023 marquera la première étape avec la rencontre à Jérusalem, en Israël, de tous les agents de la campagne pour lancer officiellement cette décennie. C'est ici que prend fin ce temps d'information. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous le présenter. Merci, bonsoir. Dieu vous bénisse.